64 ans d'indépendance du Mali, et oui, ça se fête, c'est aussi un moment de réflexion dans un élan patriotique animé de beaucoup de détermination et d'engagement. Les autorités maliennes ont commémoré cette date significative dans la vie de la nation. Parade militaire, dépôt de gerbes de fleurs ont aussi été quelques temps forts de cette journée de 1960 à nos jours. La célébration du 22 septembre reste toujours pour la population un grand moment de fierté. Un seul titre dans cette édition spéciale que j'ai l'honneur et le bonheur de vous présenter ce dimanche 22 septembre. Merci d'être présents très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Mali indépendant à 64 ans ce 22 septembre 2024 et cela ne pouvait pas ne pas être célébré comme il se doit. Il est vrai que le contexte est particulier car cette fête a lieu cette année dans un Mali en pleine lutte contre le terrorisme et le crime en bande organisée à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire sous la présidence du colonel Assimi Goïta. Tous les corps diplomatiques accrédités au Mali, les responsables militaires, les anciens combattants, la société civile et une foule nombreuse de citoyens ont répondu présents à la parade militaire organisée sur place. Mamoudou Danté nous fait revivre quelques temps forts de la cérémonie, bien colorée et savamment orchestrée. Ce 64e anniversaire de la nation est célébré dans un contexte marqué par plus d'engagement et de dévouement des autorités maliennes dans la lutte contre le terrorisme. À la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, ils étaient tous au rendez-vous, les partenaires du Mali, les responsables administratifs et militaires, les anciens combattants et la société civile pour être témoins de l'histoire. Ils sont plusieurs à féliciter les autorités pour les chemins parcourus jusque-là par le Mali, et cela malgré des difficultés rencontrées. Ça représente une grande fête, une fête où le Mali est totalement pour lui-même. Et je profite vraiment de ce micro pour dire que les jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, les jeunes colonels, ils ont fait beaucoup de choses pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et ça, c'est à leur honneur. Et nous sommes derrière eux, nous les soutenons. Et je pense qu'avec ce qu'ils sont en train de faire, le Mali va retrouver la paix, la tranquillité sociale. Et le Mali ira toujours de l'avant. Nous sommes à la retraite, d'accord, mais vous savez que quand nous voyons le problème d'insécurité qui s'est étalé, il faut que la population participe. Et là, c'est à travers l'organisation des populations même qui doivent participer à leur défense. Et c'est ce qui est en cours aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de progrès. Le Mali a consenti à beaucoup de sacrifices. La priorité a été donnée aux forces armées pour avoir une armée capable d'assurer la sécurité, l'intégrité du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et de rendre hommage à nos éléments, nos enfants qui sont tombés l'autre jour et à ceux civils ou militaires qui sont tombés avant. Alaka Hinoula, Alaka Yafakuma, que le bon Dieu vous aide et aide nos commandements à gérer la situation. Parce qu'en termes de sécurité humaine, le premier point, c'est la sécurité individuelle. Demande à l'État, qu'est-ce que l'État a fait pour moi, mais qu'est-ce que moi je fais pour l'État. Je suis très heureuse, je félicite tous les promus, mais je suis heureuse de voir qu'il y a 2 femmes qui ont été promues générales. Moi, je suis restée 14 ans, j'étais la seule femme générale, maintenant il y a 2 autres. Tous les promus, je leur dis bon vent, et chaque promotion, pour moi, c'est un défi. Les pays frères de la Confédération AES, en l'occurrence le Niger et le Burkina Faso, ont magnifié leur solidarité avant de souhaiter une agréable fête d'indépendance aux Maliens. Aujourd'hui, le Mali fête le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cela est une grande joie pour nous, les pays de l'AES. Le Mali en fête, c'est l'AES qui est en fête. Le Mali, le Burkina et le Niger sont en fête aujourd'hui. Et cela nous interpelle au travail, à la cohésion sociale ainsi qu'au patriotisme. C'est en cela que nous allons retrouver la paix. Je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux de prospérité et de bonheur à l'endroit du président de la transition, au Premier ministre et au président du CNT, et à l'ensemble du peuple malien. C'est une fête du Mali, c'est aussi une fête du Niger et du Burkina,
parce que c'est la Confédération qui est en jeu, qui est en fait. Donc je voudrais aussi saisir l'opportunité pour remercier une fois de plus les Maliens, les autorités du Mali pour le soutien qu'ils ont apporté à mon pays face à l'agression de la CEDEAO. Vraiment, nous sommes reconnaissants à l'égard du peuple malien. À cette occasion, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, affirme que la lutte contre le terrorisme reste une priorité majeure des pays des États du Sahel. L'anniversaire de cette année se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer de jour comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, jusqu'à ce que nos trois pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l'élan de solidarité du peuple malien autour de nos femmes. Je tiens à rassurer le peuple malien et les États de l'Alliance du Sahel que nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination et avec la plus grande violence pour que nos pays puissent vivre dans la paix et dans la concorde. Le public a suivi avec enthousiasme la démonstration de nos parachutistes, des passages du motard de la gendarmerie et les grands défilés des forces armées et de sécurité avec plus de détermination. Auparavant, les chefs suprêmes des armées, sur le site du monument de l'indépendance, avaient procédé au devoir de mémoire avec le dépôt de gerbes pour ceux qui se sont sacrifiés pour les Maliba. Le public, on vient de le voir, n'a pas voulu se faire raconter cette parade militaire. Impressionnés par tout ce qu'ils ont vu passer durant ce défilé, les citoyens présents ont, à l'issue de la cérémonie, réitéré leur engagement aux autorités de la transition dans leur combat pour la restauration de la souveraineté de notre pays. Amadou Diallo. Le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance est célébré avec tous les honneurs à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire. À la place de la nation, le public a répondu présent à l'appel du devoir patriotique. La célébration de cette date anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale constitue un moment privilégié pour le peuple de réitérer son attachement à la mère patrie. Au passage des troupes pour le défilé militaire, le public venu en nombre exprime toute sa satisfaction et sa fierté à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité. C'est un très grand plaisir d'avoir participé à cette belle fête qui est la fête inaugurale de l'accession de notre pays à l'indépendance. Ça fait la 64e année et chaque fois qu'on assiste à cette fête, on a encore le cœur qui vibre à l'unisson et au bonheur du peuple malien. C'était pour moi une très grande joie, une très grande fierté. Malgré tout ce qui pouvait se passer, malgré la pluie de ce matin, j'ai tenu quand même à participer à cette belle fête. En ces moments difficiles où tous les Maliens doivent appeler et être à l'unisson. Et je suis certain avec cette masse que j'ai vue seulement que les Maliens sont décidés et déterminés à accompagner nos autorités pour atteindre leurs objectifs finaux, qui est le rétablissement de la paix et de la sérénité dans notre pays. C'est pour soutenir aussi nos autorités de la transition, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour ce pays. Vraiment, je les remercie beaucoup et je les félicite. À l'occasion de cette fête d'indépendance, je souhaiterais que tous les Maliens se donnent la main, qu'on soit unis. Le pays est à reconstruire. Il faut qu'on s'entraide pour le construire. En fait, il n'y a pas de mots à dire. On est juste là, venus soutenir notre armée malienne,
nos frères et sœurs et nos oncles aussi. Juste soutenir le Mali, soutenir les forces armées, surtout les colonels Assimi Goïta, on est très fiers de lui. À cette occasion, le peuple malien exprime toute sa solidarité et son engagement pour le rayonnement de la Confédération des États du Sahel à l'échelle mondiale. Pour les 3 pays de l'AES, je leur souhaite une bonne continuité. Et grâce à l'AES, l'Afrique va changer. J'en suis sûr et je suis fier. Et je leur souhaite bonne chance. Aujourd'hui, je suis vraiment motivé pour ça. Assimi, c'est un jeune et nous aussi, nous sommes des jeunes. Ce que nous voulons, c'est de voir un Mali uni. Le Mali est un peuple indivisible. J'ai très bien aimé le défilé. Le Mali, le Burkina et le Niger. Ensemble, l'union fait la force. Ensemble, nous vaincrons. Dans le cadre des festivités du 22 septembre 2024, le public a formulé des vœux de bénédiction et de prière pour un Mali apaisé et réconcilié. Dans cette édition spéciale, retour ce soir sur l'adresse du président de la Nation. Hier soir, dans son message à la Nation, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre pays, le président de la transition est revenu sur les défis auxquels le Mali est confronté. Il a rappelé le contexte sécuritaire avec des attaques terroristes qui doivent nous conduire à plus de vigilance avant de saluer les performances de l'économie nationale, malgré le contexte difficile du pays. Il a rendu un vibrant hommage aux pères de l'indépendance avec à leur tête le président Modibo Keïta au moment où le Mali est engagé dans la reconquête de sa véritable souveraineté. Suivons la synthèse de son discours avec Mamadou Fane. Mes chers compatriotes, dans son message à la nation, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est dit très heureux de s'adresser à ses concitoyens à l'occasion de la célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance. Un 22 septembre qui est gravé dans la mémoire collective de tous les Maliens comme le jour où le peuple malien a décidé de mettre fin à la domination coloniale en proclamant le nouvel État libre du Mali. Il a rendu un vibrant hommage aux pères de l'indépendance avec à leur tête le président Modibo Keïta au moment où le Mali est engagé dans la reconquête de sa véritable souveraineté. Il s'incline devant la mémoire de celles et ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la patrie qui leur sera éternellement reconnaissant. Le président de la transition a déclaré que la question sécuritaire demeure la préoccupation prioritaire du peuple malien, tout en rappelant le contexte dans lequel nous célébrons cette année le 22 septembre. Un contexte marqué par la grande opération stratégique de reprise de terrain conduite par les FAMA et visant à restaurer l'intégrité territoriale du pays. Les attaques terroristes survenues le 17 septembre dernier ont été évoquées par le colonel Assimi Goïta et nous rappellent une fois de plus l'impérieuse nécessité de demeurer vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances, a-t-il dit. Il s'incline devant la mémoire des innocents lâchement assassinés lors de cette agression barbare et salue le professionnalisme des forces d'intervention. Le colonel Assimi Goïta a aussi souligné les efforts consentis dans le cadre de l'acquisition d'équipements militaires et des réformes pour l'amélioration des conditions de vie de travail des hommes afin de renforcer leurs capacités opérationnelles. Il a annoncé que la mutualisation des capacités de soutien opérationnel dans le cadre de la Confédération des États du Sahel se poursuive pour assurer un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé. Les exonérations des droits et taxes accordées aux cordons douaniers se sont chiffrées à plus de 274 milliards de francs CFA. Le gouvernement va renforcer l'approvisionnement en intrants et à réajuster le prix du coton graine et développer la recherche agricole pour améliorer les semences. Dans le domaine de la santé et du développement social, les efforts ont été consentis pour améliorer l'accessibilité des services de santé à la population. Le président de la transition a salué le rôle de la jeunesse dans la construction nationale. Aussi, le gouvernement poursuivra la rénovation des infrastructures sportives. Il a rappelé les efforts consentis par l'État dans le domaine de l'éducation à travers la construction et la rénovation des établissements d'enseignement fondamental et secondaire. Quant à la formation professionnelle et la création d'emplois, elle constitue également une priorité des autorités de la transition. Le gouvernement travaille pour l'application d'une meilleure politique genre
afin que les femmes maliennes puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement socio-économique du pays. Le président de la transition a salué le dynamisme de la diplomatie malienne à travers le renforcement de nos relations avec des partenaires stratégiques respectueux de nos choix. La Confédération des États du Sahel, créée le 6 juillet 2024, a été sans conteste un élément clé de la reconfiguration géopolitique de la région, voire au-delà. Les récentes inondations qui ont touché les populations maliennes ces dernières années, causant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants, ont été évoquées dans son message. Des mesures sont prises pour une meilleure gestion des conséquences de ces sinistres afin de soulager les populations éprouvées. Dans le souci de résoudre la crise énergétique, plusieurs projets de construction de centrales solaires ont été lancés dans le cadre du mix énergétique en vue d'améliorer la fourniture de l'électricité. Pour les autorités de la transition, la question de la souveraineté est indissociable à celle de l'unité nationale. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Allahumma amin. Focus dans cette édition spéciale 22 septembre sur le monument de l'indépendance dédié aux héros de l'indépendance. Cet édifice a été bâti dans le souci de préserver et perpétuer dans la mémoire collective les hommes et femmes qui se sont sacrifiés pour l'accession du Mali à son indépendance. Ce lieu de recueillement, faut-il le préciser, a été inauguré le 22 septembre 1995 lors du 35e anniversaire de l'indépendance du Mali par le président Alpha Oumar Konaré. Dala Traoré. Situé au cœur du district de Bamako, entre l'Institut français, le Haut Conseil des collectivités et le siège de la Banque internationale pour le Mali, ce monument, conçu par les autorités de la Troisième République, est un hommage aux héros qui ont fait la grandeur du Mali et de l'Afrique. 4 portes principales l'entourent, symbolisant l'accueil du Mali envers le monde, à condition que sa souveraineté soit respectée. C'est un lieu de recueillement pour le président de la République à l'occasion du 22 septembre. Le monument de l'indépendance est consacré à l'indépendance du Mali. Comme vous le voyez, nous sommes ici en commune 3, sur le boulevard du même nom, c'est-à-dire le boulevard de l'indépendance. Et si vous voyez aux extrémités de ce monument, vous allez voir des tablettes sur lesquelles sont inscrits les noms de tous les héros de l'indépendance du Mali. Et du point de vue architectural, si vous regardez ce monument, il est de style soudano-sahélien. C'est-à-dire que c'est un style qui reflète la façon dont les constructions traditionnelles ont intégré les influences de la manifestation de la foi religieuse. Donc en fait c'est un monument qui a été construit en hommage à toutes les victimes de l'indépendance. Et ces monuments aussi, si vous regardez très bien, c'est un monument qui se caractérise aussi par des coupoles et des minarets. Donc un monument aussi qui a été inauguré, si vous voulez bien, le 22 septembre 1995. Et regardez très bien, c'est un monument également sur le site duquel vous avez des lampadaires aussi à la lumière diffuse et éclatante. Donc c'est pour vous dire que le monument de l'indépendance est non seulement dédié à tous les héros de l'indépendance du Mali, mais c'est un monument de souvenirs, un lieu de recueillement. Et d'autre part également, ces monuments bénéficient de la protection juridique. Vous savez que compte tenu de ses valeurs à la fois historiques, architecturales, socio-culturelles et spirituelles, ces monuments ont été classés dans le patrimoine culturel national par décret numéro 2012-118 PTRM du 24 février 2012. La flamme du bûcher brûle au centre du monument, entourée d'éléments symboliques, les dabas qui évoquent la vitalité du secteur agricole malien et les kouris qui rappellent l'importance du commerce. Le monument de l'indépendance est un lieu de mémoire collective, un reflet de la liberté et de la fierté pour beaucoup de Maliens.
Ce monument nous rappelle l'indépendance du Mali. Nous contournons régulièrement ce monument et à chaque passage, c'est le sentiment de fierté qui m'anime. J'ai participé à des marches ici car c'est un lieu symbolique pour toute la nation malienne. J'ai pris part à des meetings ici, les fêtes de fin d'année également. Ce monument est très important pour nous. Normalement, tous les Maliens en passant à côté de ce monument devraient se recueillir, se remémorer le passé pour mieux préparer l'avenir. C'est ça la symbolique de ce monument. Derrière cette majestueuse structure se cache un homme discret, Abdoulaye Traoré, aujourd'hui âgé de 79 ans. Après plus de 30 ans de service, ce retraité s'est consacré à l'entretien et à la préservation du monument de l'indépendance. Ce monument, j'ai globalisé l'entretien. Si ça se passe, je suis là. Mais j'ai formé quelqu'un, il est là-bas. Si vous le dites comme ça, que l'esprit de patriotisme, j'aime ma patrie. J'aime ma patrie. La raison pour laquelle je le fais. Mana Walkama, Mana Pochama. C'est le Mali qui est là, tout le Mali. Ils m'ont récompensé avec une médaille chevalier nationale. Là, ça fait. Ah, c'est la mort qui va nous séparer. C'est tout. Malgré toute la fierté qu'il suscite, le monument de l'indépendance fait face à des défis. Parmi ces défis, les actes de vandalisme qu'il ne cesse de subir. Heureusement, il bénéficie d'une protection renforcée avec une société de gardiennage et de nettoyage. Des travaux de réhabilitation sont également menés régulièrement pour le préserver. Vous avez sans doute entendu parler de cette salle mythique de l'actuel lycée technique de Bamako, dans laquelle l'indépendance du Mali a été proclamée pour la première fois par le président Modibo Keïta. Il faudrait rappeler, c'est à l'issue d'un congrès extraordinaire en 1960, organisé par l'USRDA, l'Union soudanaise pour le Rassemblement démocratique africain, que l'indépendance du Mali a été déclarée à l'intérieur de la dite salle. Cheikh Amadou Diarra nous fait découvrir et redécouvrir cette salle mythique. A été proclamé Mali et République du Mali. Mais je propose, comment dirais-je, la maison du peuple. On a pris ça depuis à l'enfance, ils ont fait ça au Sénégal. L'indépendance a pris part à Bamako, selon moi. Dans quel lieu de Bamako? Bon, plus particulièrement, je l'ignore. Vous l'aurez certainement compris, ils sont nombreux nos concitoyens à ne pas connaître le lieu. C'est bien ici, dans cette salle du lycée technique de Bamako, que la République du Mali a vu le jour. Nous sommes en 1960, 2 mois après l'éclatement de la Fédération du Mali. Le secrétaire général du Parti de l'Union soudanaise pour le Rassemblement démocratique africain, USRDA, Modibo Keïta, convoque au lycée technique de Bamako un congrès extraordinaire. Sur place, lors de la réunion, il proclame la naissance de la République du Mali. C'était un 22 septembre. A proclamé comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, a proclamé que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. C'était une salle de réunion bien avant l'indépendance du Mali et cette salle existait. Puisque c'est une grande salle, alors il fallait organiser un congrès. Donc il y avait suffisamment d'espace pour pouvoir organiser ce congrès dans l'enceinte de ce bâtiment, de cette salle. Alors c'est pourquoi, puisqu'on a proclamé l'indépendance, les gens se sont réunis là-bas et c'est là-bas que le président Modibo Keïta a fait son discours mémorable. La salle proprement dite est logée au premier étage du lycée technique. Après les premières heures de l'indépendance du Mali, au fil des années, elle sera transformée en 3 salles de classe pour accueillir des élèves. En 1961, le gouvernement du Mali, par une loi, a transformé des collèges techniques de Bamako en lycée technique.
il y a eu des pénuries de salles. Nous avons transformé cette grande salle en 3 salles. Une première salle que les anciens du lycée technique connaissent bien, qu'on appelait la salle 16A, la salle 17A et puis une salle de reprographie au milieu. Nous sommes en 2024. La direction, à travers le département de l'enseignement supérieur, a décidé de faire du lieu une seule et grande salle de conférence, pouvant accueillir plus de 200 personnes. En 2010, le lycée a fait l'objet d'un grand réaménagement un peu, une sorte de rénovation. C'est en ce moment qu'ils ont cassé. C'était 2 salles de dessin ici. On a cassé le mur central pour en faire cette grande salle rectangulaire. Actuellement, la salle de l'indépendance joue le rôle de salle de réunion. Salle de réunion, d'autres activités pédagogiques et pour les lycées techniques et pour les autres partenaires de l'éducation. Et de tout ce que vous imaginez comme activité et entrée à l'école, à l'éducation en général. Aujourd'hui, la grande salle de l'indépendance demeure un symbole de la fin de la colonisation. Elle incarne l'identité de notre souveraineté. D'ailleurs, elle a servi de cadre pour la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée en 2023. Et tout récemment, en 2023, c'est ici qu'on a célébré la journée de la souveraineté retrouvée, qui a mobilisé beaucoup de nos hautes autorités. Ces jours-là, le Premier ministre et beaucoup de ministres étaient présents. Donc c'est pour vous dire que c'est une salle d'une importance capitale pour notre histoire. Il faut signaler que cette salle continue d'inspirer plus d'un depuis le 22 septembre 1960. Elle est le témoin de l'histoire politique de notre pays. C'est pourquoi elle est classée au patrimoine national. Spéciale édition 64 ans du Mali indépendant. La figure s'en est allée depuis plusieurs décennies, mais ses affaires personnelles et ses écrits sont restés. Et oui, plusieurs affaires ayant appartenu au père de l'indépendance du Mali, Modibo Keïta, sont jalousement sauvegardées. Ces objets se trouvent aujourd'hui dispatchés entre certains lieux publics, sa famille et les demeures de certains conservateurs et amoureux de l'homme. Awa Kamara a fait le tour de certains de ces lieux pour nous dénicher quelques-unes de ces pépites. Suivons son aventure. Commençons au mémorial Modibo Keïta, où toute l'histoire du père de l'indépendance est exposée. S'agissant de ses objets personnels, admirez un peu la carrosserie de cette voiture. C'est la toute première reçue par le président Keïta. Son histoire remonte aux années 60. À l'époque, la reine d'Angleterre refuse de recevoir le représentant du Mali parce qu'il porte un boubou, identité culturelle de notre pays. Un grand homme valeureux, le père de l'indépendance décide de recevoir son représentant et de renvoyer celui anglais, une réaction qui impose le respect et l'admiration du peuple d'Angleterre. Modibo a été recommandé à travers la reine d'Angleterre à tous les alliés de l'Angleterre. Cette voiture lui a été offerte par le président américain en son temps, son Excellence John Kennedy. C'est une marque Cadillac automatique offerte au président Modibo Keïta en 1961 et la voiture fait 63 ans aujourd'hui. Selon les guides, cette voiture est l'unique affaire de Modibo Keïta exposée à ses jours au mémorial. Du côté de la famille, nous retrouvons chapeau, radio, carnet de vote, jusqu'au tout dernier objet utilisé par le père de l'indépendance pendant son séjour en prison. La radio, il écoutait ça tous les jours. Il écoutait les informations tous les jours à partir de 6 heures. Les chapeaux, ça c'était pour ses sorties. Et la cuillère et la fourchette, c'est des objets qu'il se servait de ça étant en prison. Il avait sa lunette tellement qu'il avait gardé ça longtemps. Il avait essayé de réparer ça avec un petit bout de fil de fer quand ça s'est gâté. L'être humain disparaît, mais les mots restent, dit-on. Ici, chez l'écrivain journaliste à la retraite Daouda Tekete, nous découvrons une véritable forteresse des lettres et discours écrits des mains propres du premier président du Mali. Il a toujours eu à cœur de faire en sorte que nous soyons souverains, que nous arrivions à nous prendre en charge nous-mêmes, que nous ne dépendions pas de l'extérieur.
j'en veux pour preuve, par exemple, cette lettre qu'il a écrite le 13 décembre 1958 à son épouse Mariam Traoré. C'est écrit ici de sa main dans cette lettre que Houphouët-Boigny lui a dit s'il n'abandonne pas son combat pour la création d'un État fédéral africain, qu'il va le liquider au Soudan en soulevant contre lui les Touaregs du Nord, les notabilités et les anciens combattants. En conclusion, il dit qu'il est prêt à donner sa vie, s'il le faut, pour la création d'un État fédéral africain. Ensuite, son intégrité. Dans cette lettre, écrite de sa main, précisément le 24 novembre 1966, sa maman et sa sœur allaient en pèlerinage à la Mecque. Il n'avait pas d'argent à leur donner. Il a envoyé une lettre à l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite pour lui demander de lui prêter à lui, Modibo, 60 000 francs maliens, mais remettre ce montant-là à sa mère et qu'à la fin du mois, quand il aura son salaire, il va le lui restituer. C'est des valeurs qu'il a incarnées depuis son enfance, depuis son éducation en famille. Et toutes valeurs qu'il a voulu faire en sorte que ça soit le fondement d'un projet de promotion collective du peuple malien et des peuples africains. Surprise, il ne s'agit pas cette fois-ci d'un objet, mais d'une personne à qui le président Modibo Keïta était plus attaché qu'à tous ces objets. Fatoumata Diallo, sa troisième épouse, est la seule encore vivante. Du haut de ses 75 ans, elle nous raconte sa dernière rencontre avec son défunt mari. À la prison, quand je suis venue, j'ai pleuré. Il dit non, pas de pleurer. Je me suis assise sur ce soirée, un tout petit peu. Il dit j'ai écrit tous les jours. Quand on m'a dit que tu venais, j'ai essayé d'écrire. Sinon, j'ai écrit tous les jours. Il dit j'ai écrit tout ce qui concerne le Mali. J'ai écrit surtout toute l'Afrique. La famille de feu Modibo Keïta, les responsables du mémorial Modibo Keïta et les amoureux de l'homme garantissent la conservation éternelle de ces objets afin de perpétuer à jamais la mémoire du père de l'indépendance et de transmettre ses valeurs et idéaux à la jeune génération. Quant à Fatoumata, elle compte rester parmi nous le plus longtemps possible. Plaise à Dieu. Voilà, à l'instant, ce reportage signé Awa Kamara. Son histoire est intimement liée à celle du Mali indépendant. L'ensemble instrumental national, ce groupe de musiciens traditionnels, créé par les autorités maliennes en 1961, a été fondé dans le but de promouvoir et de valoriser la richesse de la culture traditionnelle malienne. Cette première formation nationale, qui loge et relève de la direction du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, a vu passer toutes les grandes voix qui ont chanté et continuent de chanter le Mali. Awa Sidibé, Mamadou Koulibaly et Abdoulaye Diarra pour le reportage. Fondé en 1961, peu après l'indépendance du Mali, l'ensemble instrumental national du Mali est un groupe emblématique composé d'une vingtaine d'artistes à nos jours, représentant l'une des formations artistiques les plus renommées du pays. Ce groupe a pour mission de valoriser la musique traditionnelle malienne. Il visait à démontrer qu'il est possible de mettre en avant les instruments traditionnels tout en chantant dans les langues locales, cela en vue de promouvoir et de préserver la riche culture malienne. L'ensemble instrumental national fait partie des 4 formations nationales du Mali. Et les formations nationales du Mali sont le Badema national, le groupe dramatique ou Koteba, le ballet malien et l'ensemble instrumental. Effectivement, l'ensemble instrumental, sa création émane d'une volonté et de nos hautes autorités depuis les premières heures de l'indépendance, pour pouvoir vraiment propulser notre patrimoine culturel. Cet ensemble reflète la riche diversité culturelle du Mali. En effet, toutes les régions du pays y sont représentées, que ce soit à travers les instruments, les mélodies chantées par la chorale ou les artistes qui composent le groupe. L'ensemble instrumental a été formé dans le temps. Les meilleurs de chaque recoin ont été recrutés pour venir composer l'ensemble instrumental. Donc pour vous dire que les membres sont divers, c'est ce qui fait également que les créations sont diverses. L'ensemble instrumental souvent fait un voyage à travers le Mali de la première région à l'actuelle 19e région. Et nous avons tout le répertoire de toutes les régions. Nous avons le Gonimba, le Djelingoni, le Kamalengoni, nous avons la Koura,
nous avons la flûte traditionnelle, nous avons djemé, nous avons dundou, nous avons tama. Plusieurs grandes figures de la musique malienne ont fait partie de cette formation. Nous voulons citer Feu Sidiki Diabaté et son fils Feu Toumani Diabaté, Feu Djilimadi Sissoko, Ami Koïta, Kandja Kouyaté, Feu Moukanta Fessako et Feu Bako Dagnon, pour n'en citer que ceux-ci. Au fil de sa carrière, le groupe a remporté de nombreux trophées prestigieux. Nous avons rejoint l'ensemble instrumental national dans les années 80, à l'époque où les membres des années 60 commençaient à partir à la retraite. Un concours de recrutement a alors été organisé. Les résultats ont été annoncés à la radio. On était plus de 40 recrues. On nous a donné rendez-vous au stade Omnisport de Bamako. C'est ainsi que nous avons intégré la fonction publique. L'ensemble instrumental a voyagé aux 4 coins du monde: Russie, Chine, France, Corée du Sud, Allemagne, Qatar, Pays-Bas et plein d'autres. Nous avons même chanté devant la reine des Pays-Bas. Partout où nous sommes allés, nous avons remporté des trophées et médailles. À chaque grand événement national, on faisait appel à nous lors des biennales et particulièrement de la célébration du 22 septembre. C'était nous qui chantons devant les dirigeants du pays au palais présidentiel de Koulouba. Depuis sa création, l'ensemble instrumental national a produit de nombreuses compositions musicales et réalisé des interprétations des musiques du terroir visant à préserver le patrimoine musical du pays. Parmi ses plus grandes œuvres figurent l'épopée Mandingue et Bamanan en 1976 qui témoignent de l'importance de son rôle dans la sauvegarde de la culture musicale nationale. À travers leurs chansons, de nombreux thèmes sont abordés, notamment des sujets d'actualité. Je faisais partie du ballet national lorsque l'ancien ministre de la Jeunesse, Mahaman Touré, a adressé une demande à notre directeur. Il souhaitait que je rejoigne l'ensemble instrumental pour participer à son projet d'Amonzon qui avait pour objectif de retracer l'histoire des grands hommes de Ségou. Étant moi-même originaire de Ségou, il voulait que je prenne en charge la narration de ces récits. Avec l'ensemble instrumental national, nous avons travaillé ensemble sur ce projet et ce fut un véritable succès. Depuis lors, chaque fois que l'ensemble avait besoin de moi, il me sollicitait. Nous avons même eu l'honneur de présenter cette œuvre devant le président Sékou Touré de la Guinée-Conakry, qui s'est montré très satisfait de notre interprétation. Le groupe, autrefois légendaire et écouté partout, a perdu de sa splendeur d'antan. Aujourd'hui, il traverse une période difficile. L'ensemble instrumental de sa création comptait à peu près 50 à 60 membres. Aujourd'hui, nous n'avons que une vingtaine de membres et nous avons même des instruments qui manquent à l'ensemble instrumental. C'est en 2019 que l'ensemble instrumental a représenté le Mali en Égypte et en Chine également. C'est les 2 voyages qu'ils ont eu à faire. À part ça, rarement maintenant l'ensemble instrumental sort pour aller défendre le Mali. Le recrutement, dans le temps, c'est l'État qui recrutait dans la fonction publique. Et aujourd'hui, l'État recrute, c'est vrai, mais le département en charge de la culture, le ministère de la Culture aussi, recrute. Ça, c'est des contractuels parce que par besoin. Et ceux qui sont fonctionnaires sont tous en train d'aller à la retraite. Donc, il faut vraiment renforcer l'ensemble instrumental pour répondre aux besoins nationaux. En ces temps de crise que traverse notre pays, une chanson du nouvel album de l'ensemble instrumental national porte un message fort et plein d'espoir que le directeur du palais partage avec enthousiasme. Récemment, on a fait un clip en Abin, dans Mali Bétagne. Et ça fait partie de leur album. Ça, c'est une chanson qui galvanise, une chanson qui fait appel aux enfants du Mali. L'ensemble instrumental national est l'un des gardiens de notre patrimoine musical. En effet, il incarne pleinement notre identité culturelle, une identité qui nous permet de rayonner et d'être reconnus à travers le monde.
C'est en apothéose et en sport que nous bouclons cette édition spéciale 22 septembre. Le Djiliba AC s'est qualifié pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions. On reçoit sur ce plateau pour parler de cette qualification historique Siragatou Cissé. Siragatou, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Très bonne nouvelle ce soir. Tout à fait. Pour célébrer, On a sourire. voilà, pour célébrer le 22 septembre du Mali. La qualification historique du Djiliba AC boucle l'actualité sportive du jour. Les Rouges en déplacement à Lomé ont battu l'Asco de Kara 1-0, validant ainsi leur ticket pour la phase du groupe de la Ligue africaine des champions Siragatou. Oui, jour historique pour le Djiliba AC et le football malien au niveau des clubs. Victorieux 1-0 à Lomé de l'Asco de Kara du Togo grâce à une réalisation de Zoumana Sempara à la 90e minute. Le Djoliba fait un coup parfait. C'était le même score à l'aller ici à Bamako. Vous voyez sur les images et le même buteur, Zoumana Sempara. Les Rouges se qualifient héroïquement pour la première fois de l'histoire en phase de groupe de la Ligue des Champions. Cette prouesse intervient un 22 septembre 2024, coïncidant avec le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ouais. Des exploits retentissants de la sorte, Cheikh Fantamadi Ndiaye, le football malien l'avait connu en sélection nationale et en club. On peut citer la finale de la CAN Cameroun 1972, la qualification à la CAN Tunisie 1994 après 22 ans de disette, les médailles de bronze récoltées au CAN 2012 au Gabon et 2013 en Afrique du Sud, le trophée de la Coupe de la Confédération du Stade Malien de Bamako en 2009, le trophée de la Coupe Amicale Cabral, le premier du Mali en 1989 et le trophée de la Coupe IFOA remporté par le Stade Malien de Bamako en 1992. Merci vraiment pour ce rappel historique, Siragatou. Cette qualification du Djoliba en Ligue africaine des champions et le Stade malien de Bamako en Coupe de la CAF donne un bel indice au football malien, Siragatou. Oui, les supporters savourent le Stade malien de Bamako qualifié en phase de poule de la Coupe de la Confédération pour la deuxième année consécutive, plus cette qualification du Djoliba AC en phase de poule de la Ligue des champions illustre l'avancée du football malien. Cela fortifie l'indice ou le coefficient du Mali au niveau des clubs. À partir de la saison 2025-2026, le Mali, si tout va bien, aura 2 représentants en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. Ah, très bonne nouvelle alors. Donc merci Siragatou, merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons poursuivre toujours avec l'information sportive, avec les finales de la Coupe du Mali en basketball cette fois-ci qui se sont jouées le samedi 21 septembre au Palais des Sports Salamatou Maïga. Un homme, l'AS Police, a battu le Stade malien de Bamako 79-74 et chez les dames, le Stade malien de Bamako a dominé le Djoliba AC 68-61. Daouda Kone. Pourtant, ce sont les Rouges qui avaient le match en main. Le carton initial est bouclé 21-6. Au deuxième, les protégés de Souri Diakité se ressaisissent et reviennent dans le jeu. Elles recollent au score mais perdent aussi le deuxième carton par 33-32, score à la pause. De retour sur le plancher du Palais des Sports Salamatou Maïga, l'équipe de Amara Traoré semble prendre un plomb dans les ailes et multiplie les maladresses et des pertes de balles, ce qui va l'amener à perdre le troisième quart-temps par 52-49. Impossible pour les joueuses du Djoliba de revenir dans le match. Finalement, elles perdent la partie par le score de 68-61. Le Stade malien de Bamako réalise ainsi en dames le doublé Coupe Championnat. Ce soir, c'est vrai que le début du match a été très difficile pour nous. Donc au deuxième quart-temps, on est venu en défense zone. Ça nous a beaucoup permis de gagner des ballons et c'est ce qui nous a permis de remporter la victoire ce soir parce que c'est des consignes qu'on a suivies à la lettre. Bien vrai que le début du match a été très difficile, donc je félicite beaucoup mes joueuses. On a fait de très belles choses sur le parquet ce soir pour défendre notre titre. Nous avions bien démarré cette rencontre, mais hélas, une expérience de quelques joueuses qui jouent pour la première fois à ce niveau a perturbé notre système de jeu. Nous sommes quand même tombés avec les armes à la main. Un peu plus tôt a eu lieu la finale des hommes. C'est les champions en titre, les joueurs du Stade malien de Bamako qui ont entamé de la plus belle manière cette rencontre. Le premier quart-temps est gagné par eux 23-15. Les policiers qui se battent pour sauver leur saison redoublent d'ardeur et se montrent rigoureux sur les rebonds offensifs et défensifs. Cette réorganisation permet
à l'AS Police de remporter le deuxième quart-temps 42-36. Dès lors, les policiers s'installent en tête et ne se feront plus dépasser par le stade malgré de nombreuses parités. Le troisième quart-temps est gagné par 61-59 pour finir 79-74. L'AS Police sauve sa saison avec ce trophée. Après l'analyse vraiment des playoffs passés, on les a dit aux jeunes vraiment d'accepter de courir. Nous, on a marqué certains paniers sans opposition, on court seulement, au finish, le stade sera plus fatigué que nous. C'est ce qui a été vraiment la clé vraiment du match. On a été champion avec contre cette même équipe. On a gagné 3 victoires à 1. Donc ils ne sont pas découragés, ils ont travaillé pour prendre cette coupe. On était venus pour la coupe, mais Dieu a fait que la police a remporté la coupe. Je leur dis félicitations et j'encourage mes jeunes. Les vaincus ont reçu des médailles, un trophée et un chèque géant d'1 million. Quant aux vainqueurs, ils ont reçu la coupe et un chèque de 2 millions. Voilà, ceci met un point final à cette édition spéciale 64 ans du Mali indépendant que j'ai eu le bonheur et l'honneur de vous présenter. L'édition spéciale 22 septembre en Bamana qui suit juste après est une présentation ce soir de Moussa Diarra. Merci à tous pour votre constante fidélité et surtout, restons ensemble pour un Mali plus haut et plus fort. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali. Thank you.